Bienvenue sur le podcast Les Créateurs. Je suis Jonathan Hamel, médecin et écrivain. Aujourd'hui, mon invité est David Meulmans. David est le directeur et fondateur des éditions Aux Forges de Vulcain et de DraftQuest, une start-up qui a pour ambition de changer la manière dont on écrit. Il a coordonné un ouvrage, L'autre côté des mots, et il est également auteur du livre Écrire son premier roman en 10 minutes par jour, qui s'appuie sur une expérience de près de 20 ans d'animation d'ateliers d'écriture. Titulaire d'un doctorat de philosophie, David a enseigné la philosophie pendant 8 ans et a été expert déontologie pendant 2 ans au sein de la Gendarmerie nationale. Vous pouvez lui écrire sur Instagram @davidmeulmans. Bonjour David. Bonjour Jonathan. Alors je voulais commencer avec vos influences. Quelle importance a eu pour vous la découverte des livres d'Ursula Le Guin et quel âge aviez-vous à l'époque? Alors j'avais 16 ans quand j'ai découvert Ursula K. Le Guin. J'étais en cours de philosophie et on devait réaliser une sorte de dossier en croisant 4 lectures de textes qui relevaient de la contre-utopie. La contre-utopie, c'est un terme qu'on emploie moins actuellement, puisqu'on préfère actuellement le terme dystopie, qui est un anglicisme, c'est-à-dire c'est une utopie malheureuse ou une utopie ambiguë. Et dans la liste des 4 livres qu'on devait lire, il y avait 3 livres qui étaient relativement, 3 romans qui étaient assez connus, comme il y avait Aldous Huxley, il y avait Arthur Koestler, il y avait Orwell, mais il y avait une 4e autrice qui était Ursula K. Le Guin que je connaissais pas. C'était toute une aventure parce que ça faisait partie de ce genre de liste que donnent parfois les enseignants à partir d'ouvrages qui sont chers à leur cœur, mais ils ont oublié de vérifier si le livre est toujours disponible. Et en fait, j'avais 16 ans et je voulais donc retrouver un exemplaire poche ou grand format des Dépossédés d'Ursula K. Le Guin. Et à l'époque, il a été brièvement en rupture de stock au début des années 90. Et donc j'ai cherché, ça a été l'occasion pour moi de découvrir plein de librairies parisiennes que je ne connaissais pas. Et ça, voilà, c'est une première chose que a permis ce livre. Et puis les Dépossédés de Le Guin, ça m'a exposé à une autre façon de faire de la science-fiction, parce que j'avais déjà été très marqué quand j'étais un peu plus jeune, à l'âge de 14 ans, par le Dune de Frank Herbert. Et donc ça m'a fait découvrir une autre manière de faire de la science-fiction. Ça m'a fait découvrir la pensée anarchiste, pardon, anarchiste. Et ça m'a fait aimer la philosophie, et ce qui m'a entraîné petit à petit vers des études de philosophie. Et donc, oui, à l'époque, il n'y avait pas Amazon, donc vous avez erré dans Paris, découvert des petits endroits. C'est Vous avez, ça. ouais. Finalement, c'est Gibert à Paris qui m'a sauvé, et on oublie souvent que le rayon occasion de Gibert a sauvé beaucoup d'étudiants et d'étudiantes. Voilà. Ok. Bon, on va faire un petit saut dans le temps. On va se placer entre 2000 et 2001. À cette époque, vous êtes professeur au Boston College. Vous donnez des cours de lettres et de littérature française. Est-ce que vous pouvez justement nous replacer un peu dans le temps, nous dire ce que vous faisiez à l'époque et comment vous êtes arrivé à Boston? Alors, je faisais des études de philosophie dans une université française, un établissement d'enseignement supérieur, donc l'ENS, l'École normale supérieure de Paris. Et l'École normale supérieure de Paris encourage les séjours à l'étranger, ce qui est très bien, et pas simplement pour les élèves qui sont linguistes, c'est-à-dire qui vont enseigner l'anglais, l'espagnol, l'italien, mais aussi pour les autres disciplines. Et donc j'ai eu la chance, grâce à ces échanges, de faire 2 années aux États-Unis. En 2000-2001, j'étais à Boston. En 2003-2004, j'étais à New York. Et à chaque fois dans un établissement d'enseignement supérieur. Donc, en 2000-2001, Boston College. Boston College est pas très connu en France, mais c'est un établissement de très grande qualité qui est surtout connu pour les 4 premières années de l'université. C'est en banlieue de Boston. Alors Boston, pour les gens qui connaissent pas, c'est au nord-est des États-Unis. C'est une ville de Nouvelle-Angleterre, donc c'est moins dépaysant que le reste des États-Unis. C'est très mignon, voilà. Boston, vous connaissez peut-être un peu parce que en banlieue de Boston, il y a l'université d'Harvard, mais il y a Voilà, ouais. aussi Tufts, il y a aussi Boston University, MIT. voilà, il y a plein, oui, il y a le MIT surtout, voilà. Donc c'est une ville assez fantastique où il y a presque 400 000
personnes qui débarquent fin août, début septembre pour les universités. Voilà. Donc j'étais à Boston College. Et Boston College, c'est une université catholique. Ils ont un gros département de langue romane, alors surtout sur l'espagnol et le français. Et en fait, dans le cadre de l'échange, je dois donner quelques cours de français, mais je dois donner des cours de français à un type d'étudiants un peu particulier, qui sont les étudiants au niveau intermédiaire. C'est-à-dire, c'est pas des débutants et c'est pas Hmm. des étudiants avancés à qui on peut donner presque les mêmes cours qu'à des étudiants français. Les étudiants intermédiaires, c'est toujours difficile de savoir ce qu'on va leur faire faire en langue française. Et le responsable du parcours pédagogique à l'époque m'a dit, bah, tu devrais leur faire faire un atelier d'écriture, de manière à ce que ce soit vraiment eux le moteur du cours. Et comme ça sera plus facile d'ajuster la difficulté du cours aux étudiants. C'est d'ailleurs quelque chose que je trouvais assez fantastique, c'est que je trouve que les Américains ont une très très bonne façon d'enseigner les langues. Alors, ça peut sembler paradoxal parce qu'on se plaint toujours du fait que les Américains ne parlent pas de langue étrangère. Mais ça, je pense que C'est vrai. ou parlent peu de langue étrangère, mais je pense que c'est lié à d'autres paramètres. Mais à l'inverse, les cours d'université qu'on leur donnait étaient très bien. Pas particulièrement le mien, je parle du cursus, la manière dont Ouais. c'était organisé. C'était beaucoup d'heures de cours, beaucoup de pratiques. On les faisait parler énormément ou écrire énormément. Et ça changeait un peu des cours que moi j'avais pu suivre quand j'étais collégien, lycéen, où on est assis dans un cours de langue et on attend que ça passe parce que on est trop nombreux dans la salle, on est en position un peu trop passive. Et donc aux Ouais, il y avait États-Unis, au contraire, c'était plus énergique, voilà. ouais, Et ouais. donc le prof m'avait C'était, dit, hmm, pardon? Oui, vous connaissiez un peu alors, les États-Unis avant ce voyage ou ça a été une découverte du pays en même temps que l'université? alors je connaissais un peu parce que j'ai des cousins américains. Ma mère est italienne et donc il y a toute une diaspora italienne dans plein de pays. Donc j'étais déjà allé voir mes cousins, mais c'est vrai que je connaissais pas le système scolaire. Et ça a été une très grosse surprise pour moi parce que c'est un système qui est diamétralement opposé au nôtre, surtout sur plein d'aspects, c'est-à-dire sur le rôle de l'université, sur euh, la pédagogie, sur plein de choses. C'est pas non plus un système idéal, hein. C'est-à-dire que c'est un système qui est très sélectif, où une sélection se fait quand même sur l'argent, même s'ils essaient de mettre en place des dispositifs de correction. Donc je suis pas en train de dire que c'est un système parfait. Ouais. Et quelles étaient les plus grosses différences, ce qu'on peut dire au niveau des mentalités des étudiants, que vous avez remarqué entre les étudiants justement parisiens à l'ENS où vous étiez et dans ces facs où il y a plus de vie, on va dire, plus de petits groupes de sociétés, de groupes de de d'équipes sportives aussi, à une forte identité, universitaire qu'il n'y a pas forcément en France. Ça vous l'avez aussi senti chez les élèves? Ah, j'ai senti très fortement parce que chaque fois qu'on avait des entretiens avec les élèves, tout CV d'un élève comportait une partie académique, une partie pratique artistique. Donc ça devenait un peu une obligation. Tout le monde devait avoir une petite pratique artistique, une partie pratique sportive et une pratique activité caritative. C'est-à-dire il y avait une Mmh. sorte de contrôle social très très fort pour que tout le monde fasse ça et que s'il manquait un peu de ça, le CV était considéré comme un peu imparfait. Alors qu'effectivement, quand on est dans une université française, c'est l'aspect académique et l'aspect fondamental. Ça reste assez logique, mais voilà. Après, l'autre chose, c'est que comme il y a des logiques de campus beaucoup plus fortes qu'en France, les étudiants sont les uns avec les autres, donc il y a une vie de campus qui est très forte. Il y a aussi une dimension identitaire qui est plus forte, c'est-à-dire quand on a fait Boston College, on reste tous à vie. Il y a un ancien de Boston College, il y a un réseau des anciens, voilà. Je pense que la plupart des facs américaines ont un peu ce Ouais. dispositif qu'on essaye de mettre en place parfois en France, notamment, alors c'est plutôt dans les écoles en France, c'est un peu moins présent dans les universités, mais c'est un système qui a des aspects positifs parce que ça permet aux anciens élèves d'aider les étudiants de leur ancienne école quand ces étudiants passent du système universitaire au monde du travail. Et souvent, c'est un cap un peu dur à passer pour des jeunes gens et c'est bien d'avoir des adultes qui vont les aider à trouver des boulots, trouver des stages, et voilà, c'est un peu plus rare en France. Et puis l'autre chose, c'est que le volume horaire des étudiants était plus important qu'en France, donc ils avaient quand Ah même oui. beaucoup d'heures de cours. Ils étaient encouragés à beaucoup bosser. Ce qui est un peu différent, c'est que j'avais quand même l'impression que souvent, en France, il y a beaucoup d'étudiants qui pensent que le moment où ils travaillent le plus, c'est le baccalauréat. Et après,
voilà, c'est pas le cas de tous les étudiants français, mais voilà. Alors qu'on sentait vraiment que chez les étudiants américains, l'entrée à l'université, c'était un moment où ils allaient commencer vraiment à beaucoup bûcher. Ce qui permettait aussi quelque chose de très intéressant, c'est que souvent, je trouvais que les étudiants américains, en sortant du lycée, avaient un niveau assez modeste par rapport à des lycéens français. Hmm. Le lycée français ne fonctionne pas si mal que ça. Mais par contre, les étudiants américains, une fois qu'ils étaient à la fac, ils bûchaient beaucoup. Voilà, je pense que c'est lié à plein de phénomènes, mais surtout, ils sont dans des classes plus petites, ils sont plus encadrés, plus poussés. Et je pense que le fait que leurs parents ou eux-mêmes payent leurs études, Eh malheureusement, oui, ça a cet effet de c'est sûr. voilà. Et je ne suis pas du tout en train de dire que les études devraient être payantes en France. Voilà, je pense que c'est bien d'avoir des études qui ne sont enfin pas très payantes, c'est-à-dire que c'est en France faut payer Hmm. pour ses études, mais on paye moins qu'aux États-Unis. Mais je pense que ça a quand même un effet sur beaucoup d'étudiants américains de motivation. Voilà. Ouais, quand on est à 30 000 ou 50 000 dollars, enfin, l'année, c'est pas pareil. On se dit que si on doit redoubler, ça a des conséquences plus importantes, c'est clair. Ouais, c'est ça. Euh, Et donc, ouais. je me suis retrouvé à devoir faire ce cours et un des profs m'a dit tu devrais faire un atelier d'écriture. Et c'est comme ça que j'ai découvert les ateliers d'écriture, en fait. Et j'avais qu'une connaissance très très vague de ce qu'étaient les ateliers d'écriture. Je suis allé à la bibliothèque de Boston College, qui, comme beaucoup d'universités américaines, a une bibliothèque somptueuse qui est accessible en permanence. Mm. Et j'ai trouvé plein de manuels d'ateliers d'écriture, des manuels américains et puis des manuels français que paradoxalement je connaissais pas du tout quand j'étais en France. Et je me suis inspiré de certains de ces manuels qui étaient pour certains très très bien faits. Et on a fait un atelier d'écriture toute l'année avec cette classe où en fait ça se passait dans un immeuble et chaque étudiant avait en charge un appartement de l'immeuble où il y avait une, deux, trois, quatre, cinq personnes et c'était les interactions des gens. Voilà, c'était inspiré de Pérec en fait cet Mm. atelier d'écriture et c'était très bien parce que ça les forçait à écrire beaucoup, à parler. C'est-à-dire c'est la pédagogie, c'était ils devaient s'exprimer et la correction de la langue arrivait après, mais vraiment bien après. Alors que je pense que les D'accord. étudiants français, quand on leur fait parler des langues étrangères, ils se disent est-ce que ce que je vais dire est correct grammaticalement? Et pendant longtemps, les étudiants français osaient pas intervenir dans un cours de langue. Voilà. Alors ça, il faut noter que c'était en 2000. Je sais qu'en France, la pédagogie des langues évolue plutôt positivement depuis une vingtaine d'années et que, par exemple, on considère que le niveau de maîtrise en langue étrangère des Français a vraiment fait un bond sur les 20 dernières années. Mm. Et est-ce que ça a été la base de vos ateliers d'écriture que vous avez donnés ensuite, on va en parler plus tard, pendant plus de 20 ans? Et est-ce que le travail que vous avez demandé aux étudiants a, j'imagine, beaucoup évolué au cours du temps dans les... Bon, on en parlera dans tout ce qui est les MOOC que vous avez pu faire sur Internet. Mais est-ce que tout a été basé sur ces années américaines, justement? Oui, parce que je pense rétrospectivement que la pédagogie américaine, ça m'a donné un angle très particulier dans la manière de faire des ateliers d'écriture. C'est-à-dire des ateliers où vraiment on est d'abord dans l'improvisation et après dans la correction et la construction. L'autre chose aussi, c'est que comme cet atelier était inspiré des travaux de Pérec et un peu de Loulipo, c'est des ateliers encore aujourd'hui qui reposent beaucoup sur la contrainte en fait, pas la contrainte psychologique, mais la contrainte formelle. C'est-à-dire on donne des paramètres aux gens et on se dit si vous donnez 3 objets à une personne en lui disant écris-moi une histoire à partir de ces 3 objets, l'esprit humain est un esprit qui est habitué à réagir à son environnement et trouve toujours des solutions. Ce qui est Mm. horrible, c'est d'être face à une page blanche, mais quand on est face à des paramètres qu'on doit réorganiser, c'est beaucoup plus naturel d'écrire comme ça. Donc oui, ces deux aspects, c'est-à-dire une pédagogie qui est à la fois ludique, qui est basée sur l'improvisation, c'est quelque chose qui me vient de cette expérience et d'une autre expérience en parallèle que j'avais commencé avant les États-Unis, que j'ai continué après. C'est que pendant très longtemps, j'ai été dans une troupe de théâtre étudiant et c'était une troupe de théâtre qui était qui vénérait le théâtre du Soleil, qui vénérait
Philippe Cobert ou ces comédiens qui avaient beaucoup travaillé la notion d'improvisation comme processus Ouais. créatif. C'est ça, ça me fait penser un peu au jazz aussi, où on a des paramètres bien définis et on peut improviser, mais c'est quand même cadré, quoi. C'est un peu ça. C'est ça, exactement. C'est que et c'est quelque chose après petit à petit que j'ai retrouvé. Donc après mon retour des États-Unis, j'ai commencé une thèse de philo, mais qui en fait étudiait des aspects psychologiques de la création et plus spécifiquement de l'écriture. Et une de mes grandes théories, mais qui n'est pas une théorie très originale, c'est de voir comment le processus créatif, c'est un processus qui doit articuler des phases de création pure que je rapporte proche de l'improvisation et des phases de contrôle en fait, qui sont des phases de réécriture, de construction. Et donc de ce côté-là, que ce soit l'expérience d'enseignement à Boston College ou l'expérience du théâtre, enfin de la création théâtrale, c'est quelque chose qui m'a beaucoup conditionné en fait. Mais justement, je voulais parler de votre thèse, de votre doctorat de philosophie que vous passez à l'Université de Provence. Et donc cette thèse qui se concentre sur la structuration de la créativité artistique. Donc vous en avez parlé un peu, mais est-ce que c'était là aussi le début du travail qui va aboutir plus tard à votre métier d'éditeur et donc à ces cours sur DraftQuest et à votre livre Comment écrire votre premier roman en 10 minutes par jour? Est-ce que tout ça se tient finalement dans la même mouvance? Oui, tout se tient parce que finalement, en faisant du théâtre ou en travaillant avec des étudiants, je me suis rendu compte de plusieurs choses. C'est que finalement, il y a une aspiration chez beaucoup de personnes à écrire et créer, mais les blocages sont pas souvent du côté de la technique, mais peuvent être des blocages qui sont plus de l'ordre psychologique. C'est-à-dire que la création, ça engage beaucoup de choses personnellement, et donc on peut avoir des difficultés à se lancer, difficultés pour aller jusqu'au bout. Ce qui est un peu particulier, c'est que le laboratoire où je faisais ça, c'était un laboratoire donc à l'Université de Provence, où une partie de l'équipe c'était des philosophes et l'autre partie c'était des psychologues. Et moi, Hmm. en fait, j'ai pas de formation initiale en psycho, donc j'étais vraiment pas très bon comme ça. Mais je me retrouvais en fait à souvent déjeuner avec des gens qui travaillaient soit en psychologie clinique, soit en psychologie cognitive, ou même en ergologie. Et je me mettais parfois à lire leurs articles et voilà. Donc, ce que je dis d'un point de vue psychologique n'est pas, j'ai pas du tout vocation à être psychologue. J'ai pas la légitimité pour l'être, mais au-delà de la légitimité, il me manque vraiment des connaissances de base. Mais ça m'a beaucoup inspiré parce que mon idée, c'était pas tant de travailler sur les gens qui écrivaient vraiment, qui savaient écrire et qui produisaient régulièrement, mais plutôt de se dire qu'il y a il y avait un dépit chez moi de me dire qu'il y a plein de gens qui ont envie d'écrire, mais il leur manque un petit truc, un petit, voilà, et que j'étais sûr que c'était pas si compliqué que ça de leur apporter quelque chose. En fait, c'est assez Hmm. compliqué pour deux raisons. C'est que d'une part, ça a toujours été très dur. Enfin, depuis 80 ans, c'est assez dur de financer des études sur la créativité. Euh, les seules grandes études sur la créativité qui ont été financées, c'est quand les responsables de recherche disent on va augmenter la productivité des travailleurs, on va voilà, c'est-à-dire que Ouais. là ils arrivent à faire Donc il y a un financer des recherches, objectif sauf que financier, ouais. c'est ça, c'est que la recherche en psycho, bah, ça demande des sous, comme toute forme de recherche. Ça Ouais. demande des outils, ça demande de former des gens, et voilà. Et dès les années 40, quand aux États-Unis, il y a eu les premières grosses études sur la créativité littéraire, les premiers chercheurs ont été dépités en disant que par rapport à des physiciens, ou voilà, ils avaient tout le mal du monde à faire financer leur travail, alors qu'ils pensaient que leur travail avait une importance. Et la grande étude qui m'a le plus marqué, c'est une étude d'un Américain qui date des années 80, qui s'appelle Robert Boyce. Et Robert Boyce avait fait quelque chose d'assez malin, c'était qu'il s'était rendu compte que beaucoup d'étudiants en thèse aux États-Unis décrochaient de leur thèse, et que c'était dommage parce que ça privait la nation américaine de beaucoup de gens très compétents qui bloquaient Hmm. à un moment dans leur travail de recherche.
Et donc il avait chiffré ça. Il avait dit, voilà, c'est chaque année des milliers de personnes qui s'éloignent de la recherche, alors qu'en fait ils ont les compétences abstraites intellectuelles. Il leur manque peut-être une petite aide psychologique. Et donc il a travaillé C'est comme ça. là-dessus. Et son but, c'était de travailler aussi sur les mécanismes de la créativité. Sauf qu'il voyait qu'il n'y avait pas de financement pour. Donc il avait intégré son travail sur les mécanismes de la créativité dans cette étude sur pourquoi les gens qui sont en train d'écrire une thèse décrochent. Voilà. Ouais, ouais, c'est malin, ouais. Et Et voilà. Et il a financé ça pendant une dizaine d'années. Et il a relevé plein de choses très très intéressantes sur les mécanismes de l'écriture, sur le fait qu'il faut écrire régulièrement, sur pourquoi les gens se font une montagne de leurs trucs et pourquoi ça bloque. Et il y avait tout ce fond de recherche qui n'était pas très exploité. Et donc moi, ça a été l'occasion de travailler dessus et de l'exploiter un peu. Donc ça m'a permis moi d'écrire ma thèse, qui est vraiment une thèse de philo. Donc il y a plein d'autres éléments qui apparaissent dedans, qui sont pas fondamentalement des éléments qui relèvent de la psychologie. Le seul en fait élément dont je suis vraiment très fier dans ma thèse, c'est une toute petite idée très simple, mais qui, à mon avis, euh, même si elle est évidente, elle n'est pas assez diffusée. C'est que quand on a un discours sur la créativité, très souvent, on dit qu'on parle de créativité, mais on ne parle pas de créativité, on parle des œuvres. C'est-à-dire, on a une œuvre d'art devant nous, on a un roman, on a un mm, tableau, et on essaye de comprendre le processus créatif à partir de ça. Sauf qu'en fait, pour faire des études sur la créativité, il faut pas, c'est pas par là qu'il faut partir, à mon avis. Faut partir de comment les gens créent. Faut partir des journaux des auteurs, des entretiens des auteurs, de comment ils décrivent leur pratique d'un point de vue très concret. mm. Et ça, c'est un vrai travail sur la créativité. Un travail qui analyse les œuvres et qui essaye de deviner la créativité, pour moi, c'est un mauvais usage, c'est un usage ambigu du terme créativité. Et voilà. En fait, il y a un terme technique pour désigner ça, c'est ce qu'on appelle une illusion rétrospective. Une illusion D'accord. rétrospective, c'est quand vous partez d'un objet final et que vous essayez de deviner ce qu'il y avait avant. Ouais, Alors ouais. qu'en fait, c'est souvent l'objet final, il est le résultat de plein de facteurs qui n'étaient pas anticipés par le créateur. Et voilà. Et donc ça, c'est la seule. Des années après, moi, j'ai pas voulu publier ma thèse parce que ma thèse, c'est un travail scientifique qui a 90% de pages qui sont très barbantes en fait, parce que le but d'une thèse, c'est aussi de recruter des futurs chercheurs et donc de montrer qu'ils savent faire un travail de recherche, d'établir l'état de l'art et voilà. Donc je trouvais que il y avait juste ces 10% de cette idée qui était intéressante. Et donc des années après, le livre Écrire son premier roman en 10 minutes par jour, ça reprend certaines idées de ma thèse, ça les croise avec mes expériences en atelier d'écriture, en faisant quelque chose qui, j'espère, est assez simple et accessible. Mais par exemple, le titre, écrire un roman en 10 minutes par jour, ça peut sembler une blague, mais ça part d'un truc que pas mal de psychologues ont observé depuis une quarantaine d'années, parce qu'on trouve des articles là-dessus qui sont déjà anciens, Mhm. sur le fait que pour écrire, il faut avoir l'habitude d'écrire. Et la manière dont on crée des habitudes, souvent, c'est par une petite pratique régulière. C'est-à-dire Mm. commencer 10 minutes par jour par faire quelque chose, et voilà. Et moi, j'avais fait le lien avec quelque chose de particulier, c'est que parmi tous les gens que je connaissais qui avaient envie d'écrire, et qui avaient en théorie les ressources intellectuelles pour écrire, c'est-à-dire ils lisaient beaucoup, ils avaient un certain sens de la langue, voilà, il leur manquait quelque chose. Et ce qui leur manquait souvent, c'est qu'ils me disaient, j'écrirais pendant mes vacances, c'est-à-dire pendant 3 Ouais. semaines d'affilée par an. Et en fait, c'était quelque chose que montrait Boyce, c'est que c'est quand même compliqué d'acquérir une bonne pratique, un certain niveau de compétence dans quelque chose, si on le pratique très peu. Et donc la suggestion de Boyce, c'était de dire il faut éviter le binge writing, hein, c'est-à-dire écrire de manière hyper intense pendant juste quelques jours Mm. par an. Il faut voir comment on peut trouver le moyen d'écrire régulièrement, même si tous les écrivains ont des phases intenses où ils sont sur un roman en particulier, ou sur un essai en particulier. Donc je ne nie pas l'existence des phases intenses de créativité, mais il faut quand même prendre l'habitude d'écrire régulièrement.
Mais est-ce que pour vous, ça suffit justement d'écrire régulièrement? Parce qu'il y en a certains, des Américains, par exemple, qui travaillent sur l'écriture, qui disent que même si pendant 10 ans on va travailler, on va écrire 10 minutes par jour, mais si on ne sait pas ce qu'on fait, on va écrire mal pendant 10 ans. Est-ce que dans vos ateliers, il y avait aussi une partie justement de technique, de connaissance bah, comment dire, de comment construire une histoire, le hero's journey un peu, euh, ou est-ce que c'était vraiment plus centré sur l'habitude et le fait de s'asseoir et de commencer? Alors non, généralement la notion d'habitude, c'est quelque chose que je présente un peu dans l'atelier de manière théorique, mais c'est vrai que les ateliers que j'ai pu faire sont quand même très inspirés de ce que j'avais pu lire dans des manuels d'écriture américains, qui sont souvent des manuels d'écriture plutôt pour les scénaristes. Et donc, parce que d'une part, il y a une vraie industrie de l'entertainment aux États-Unis qui est vraiment liée au cinéma et à l'audiovisuel en général, c'est-à-dire les séries télé. Et donc, comme il y a une vraie professionnalisation de l'écriture sur ce secteur-là, il y a des vrais manuels qui sont parfois de très grande qualité sur ces sujets-là. Et l'autre chose aussi, c'est que les entre guillemets les règles de la scénarisation, c'est des règles qu'on peut formaliser et donc qu'on peut transmettre d'un point de vue théorique. C'est-à-dire que d'une Voilà. certaine façon, la meilleure façon d'apprendre à écrire, c'est d'écrire. C'est-à-dire qu'il faut se lancer et avancer. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des moments réflexifs où on se dit qu'est-ce que j'écris, comment améliorer mon texte, qu'est-ce qui manque, voilà. Et les manuels de scénario sont généralement d'une bonne aide parce qu'ils posent parfois des questions qui sont des questions évidentes, mais qu'on va avoir tendance à oublier. Et c'est vrai que dans beaucoup de mes ateliers, je reprenais des idées finalement assez classiques des ateliers d'écriture pour scénaristes. C'est de dire, bah, c'est quoi un enjeu dramatique? C'est quoi un enjeu thématique? Quand je relis mon histoire, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions dramatiques que j'ai posées au début de l'histoire? Tel personnage ne fonctionne pas, pourquoi ne fonctionne-t-il pas? Est-ce que c'est parce que son enjeu personnel n'est pas clair? Est-ce que c'est parce que son attitude est pas cohérente avec sa nature ou voilà ou parce que sa backstory est pas très cohérente et voilà. Mm. Donc oui, il y avait des choses comme ça. Faut voir que j'ai fait des ateliers qui ont des formats très différents. Je sais par exemple que pendant une période, j'ai fait des ateliers où j'invitais une dizaine de personnes pendant un week-end complet à chacun écrire leur histoire. Et ça, c'était des ateliers où on pouvait rentrer un peu plus dans le détail. Il y a un type d'atelier que j'ai jamais fait, qui est pourtant un type d'atelier très dominant, enfin très répandu, c'est l'atelier sur un an où chaque semaine on se voit. C'est juste que Mm. moi, à cause de mes activités professionnelles, je suis souvent par Mont et par Vaux. J'ai jamais pu mettre en place un atelier où chaque semaine il y aurait ce rendez-vous entre une équipe de 5 à 10 personnes qui écrivent régulièrement. Ouais. Et je pense que dans ce type d'atelier, on rentre plus dans le cœur du texte de chaque œuvre. Voilà. Mais il y avait Ouais, ouais, donc c'est des sûr. Et conseils ça plus aide à avoir concrets une au-delà routine. des 10 minutes. Voilà. D'accord. Et alors je me demandais, parce qu'il y a des milliers de personnes qui ont participé à ces cours, et j'imagine que parmi eux, il y a seul un pourcentage assez faible qui réussissent à écrire un roman publié. Selon vous, qu'est-ce que ça apporte, le fait d'écrire, de savoir écrire, de connaître les règles de l'écriture, d'une histoire, dans la vie de ces personnes qui ont ce désir d'écrire, mais qui peut-être ne vont pas arriver à produire un roman une qualité suffisante, entre guillemets, pour être publié. Mais je suis sûr que ça apporte quand même des choses très positives. Et dans votre expérience, qu'est-ce que ça apporte exactement? Oui, là en fait où mon projet qui a quelques années après a pris le nom de Draft Quest, c'est un projet qui n'a jamais eu pour vocation de former des écrivains. C'est-à-dire que parfois on peut voir des ateliers d'écriture ou des publicités ou des manuels qui disent comment devenir écrivain. Moi, ça n'a jamais été mon projet parce que étant éditeur, je sais que euh, devenir écrivain, c'est un processus qui est pas juste un processus personnel, intellectuel, c'est un processus social où il y a plein de facteurs qui ne dépendent pas de l'individu.
C'est-à-dire c'est tomber au bon moment, rencontrer la bonne éditrice, le bon éditeur. Il y a plein de facteurs qu'on maîtrise pas. Donc voilà. Donc le but n'a jamais été de fabriquer des écrivains, surtout que, comme vous le disiez, sur je sais pas 5000 participants à l'atelier d'écriture, il y en avait qu'une cinquantaine, une soixantaine qui à la fin avaient fini un roman et m'envoyaient un roman. Alors là, je parle des Ah oui. ateliers que je faisais sous DraftQuest, qui étaient des ateliers de 3-4 mois, où vraiment il était recommandé aux gens d'écrire plus de 10 minutes par jour. Donc il y en avait qui arrivaient à écrire des romans en entier. Mais pour répondre à votre question, comme il n'y a qu'une petite partie des gens qui allaient au bout de l'écriture d'un roman, et qu'il n'y a qu'une petite partie des gens qui avaient fini un roman qui allait être publié, l'essentiel des participants, c'était des gens qui avaient juste écrit. Et je pense que les bénéfices qu'il y avait, c'est que déjà, avoir l'écriture, pour moi, a une dimension toujours très ludique. Donc, avoir tous les jours une activité individuelle, non sociale, qui a une dimension de plaisir, c'est très important. Donc, il y a un vrai gain psychologique, même si je regrette, moi, de jamais eu à avoir le financement pour pouvoir faire une étude quantifiée sur ce type de gain psychologique. Je voyais bien qu'on recevait des lettres qui nous disaient alors j'ai pas fini mon roman, mais j'avais mon petit rendez-vous avec l'écriture tous les jours et je m'amusais bien, je rigolais, merci pour tous ces moments-là. Alors que bon, on se faisait remercier, alors que finalement on leur avait juste donné un micro-espace, alors qu'en fait c'était eux qui faisaient la totalité du travail. L'autre chose aussi, mais ça c'est quelque chose que j'avais étudié dans ma thèse, c'est que l'écriture, bon, un gain classique de l'écriture, c'est d'augmenter la maîtrise sur le langage. Et la maîtrise sur le langage, c'est important parce que c'est pas simplement dans l'interaction avec les autres qu'on va voir dans les mails qu'on va envoyer, dans les discussions avec les autres. C'est pas simplement ça, mais c'est aussi vis-à-vis de soi un rapport au monde qui va être plus précis et plus juste. C'est-à-dire être capable de mettre des mots précis sur ses sentiments, sur les sentiments des autres. Écrire de la fiction de ce côté-là a aussi d'autres bénéfices. C'est que se poser des questions sur les personnages, ça peut susciter aussi, permettre à chacun de creuser l'empathie qu'il y a chez soi et l'empathie qu'on doit avoir envers les autres. On voit les auteurs qui ont du mal à avoir de l'empathie pour leurs personnages, alors qu'en fait, un bon roman, en fait, l'auteur a de l'empathie pour ses personnages. J'ai pas dit de la sympathie, c'est-à-dire il peut avoir des personnages désagréables, méchants, odieux, mais il y a ça. Et puis le dernier truc, et c'est ça que dans ma thèse j'avais un tout petit peu étudié, c'est que l'écriture, ça structure le monde. C'est pour ça que, alors l'écriture plus particulièrement la fiction, c'est-à-dire que la fiction, c'est vraiment pour moi un mécanisme biologique de base d'ordonner le monde. C'est un mécanisme cognitif de lier les éléments épars du monde dans une narration où l'individu reprend sa place. Et ça, je pense, alors c'est pas du tout une idée originale de ma part. Alors je m'en veux un peu parce que je sais que quelque part j'ai un très bon livre de psychologie cognitive américaine sur la fiction et qui est un bouquin qui a une vingtaine d'années, mais qui moi m'avait beaucoup marqué. C'est un bouquin assez dense quand même sur la fiction en fait comme étant un processus biologique propre à l'être humain qui lui permet de s'orienter dans le monde. Donc tout ça pour dire que les bénéfices pour les gens qui écrivent sans publier nécessairement, c'est le plaisir de l'écriture, la maîtrise de la langue, le développement de l'empathie et le donner de l'ordre au monde. Voilà. C'est déjà pas mal. Alors en 2010, vous avez une activité qui s'éloigne un peu de l'édition, où vous devenez conseiller du chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale en charge de la déontologie et de la liaison avec les autorités administratives indépendantes. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous êtes arrivé à ce poste? Oui, alors j'avais commencé à... Donc j'étais à l'époque toujours jeune chercheur à l'université. Et sur mon temps libre, j'avais commencé à développer la maison d'édition, les Forges de Vulcain.
Et j'avais compris qu'il me faudrait un certain nombre d'années pour vivre de l'édition. Euh, mais je commençais à être un peu lassé de l'université. J'étais plus lassé des conditions d'exercice du métier, parce que quand on est jeune chercheur, souvent, on va avoir une année où on est à l'université de Rennes, une année où on est à l'université de Provence, une année où on est à l'université de Nanterre, avant Ouais. d'être titularisé dans un poste de maître de conférence. Pour les étudiants en philosophie qui veulent faire carrière, en fait, on devient maître de conf, voilà. Et donc je me disais, oh là là, il va falloir des années pour que je sois recruté. Si un jour je me suis recruté. Et en plus, ces postes qui, alors que je vivais à Paris, m'imposaient pas mal de transport, je me suis dit, ça me prend quand même beaucoup de temps libre, donc je préférais avoir un travail à Paris qui me permette les soirs et les week-ends de travailler à la maison d'édition à son lent développement. Parce que l'édition, c'est très très lent quand même. Hein. On construit des cathédrales, quoi. C'est dire, c'est des cathédrales intellectuelles, mais on construit pour les gens qui viendront après nous. Faut pas chercher à ce que ça aille très vite l'édition. C'est comme l'écriture finalement. Et donc j'ai écrit à presque tous mes camarades d'études en leur disant voilà, je cherche un poste à Paris qui me permettrait de travailler de 9h à 18h et d'avoir mes soirées et mes week-ends. Parce que pour le coup, la recherche, c'est quelque chose qui est très intense quand on le fait avec passion, et donc on n'a pas ces soirées et ces week-ends. Mm. Et j'ai un ami qui était officier de gendarmerie, qui avait fait des études d'histoire et qui un jour en avait marre du côté trop abstrait de l'enseignement universitaire et qui avait passé le concours des officiers de gendarmerie, qui était rentré à l'école de gendarmerie, qui en était sorti brillamment. Et lui me répond, il me dit voilà, l'inspection de la gendarmerie cherche à créer un poste de déontologue et ils se sont rendus compte qu'il fallait que ce soit absolument un civil, puisque en France la gendarmerie c'est des militaires. Il fallait que ce soit Mhm. un civil parce que comme ça il pourrait être un peu une sorte de regard externe, un regard extérieur, et il pourrait être un peu critique des pratiques de la gendarmerie. Et voilà, donc j'ai envoyé mon CV, j'ai passé beaucoup d'entretiens. Et j'ai été recruté pour ce poste. C'était en apparence un peu incongru, mais ça m'a beaucoup formé. D'une part parce que, en fait, j'étais sur le point de quitter la fonction publique, de quitter l'université, Mhm. et ça a beaucoup changé ma vision du monde, au sens où je me suis rendu compte qu'il y a des endroits dans la fonction publique où il y a vraiment des zones d'excellence. C'est-à-dire, il y a des universités où les gens font des choses exceptionnelles avec une très grande conscience du service public. Et là où j'ai eu pas mal de chance, c'est que finalement, à ce moment-là, pendant ces années-là, l'inspection de la gendarmerie a eu une petite parenthèse merveilleuse où il y avait beaucoup de gens très compétents avec une forte conscience du service public qui faisaient du très bon travail. Donc avec toutes les limites que ça peut avoir d'être à l'intérieur d'une institution comme la gendarmerie, qui n'est pas non plus une institution révolutionnaire. C'est pas l'avant-garde du progrès social non plus. Voilà, faut pas non plus exagérer. Mais il y a eu une période où vraiment il y avait quelques généraux qui avaient envie de faire évoluer les choses sur lutter contre le sexisme, contre le racisme, contre la transphobie aussi. Déjà, c'était en 2010 et ils étaient Ah oui. vraiment en pointe, c'était étonnant. Et voilà. Après, ils avaient des ressources un peu limitées quand même. Et en fait, c'était un corps d'inspection qui comprenait 80 personnes sur la gendarmerie qui devait avoir autour de un peu moins de 100 000 gendarmes à ce moment-là. Donc Ah oui. 80 personnes contre 100 000, ça rend les choses un peu difficiles par moment. Mais voilà, c'était très formateur et j'ai appris plein de choses. Euh, j'ai appris à être très strict dans mon travail, à être très ordonné, voilà. J'avais mon collègue de bureau, c'était un colonel qui après est passé général, qui était extrêmement méticuleux. C'était un ancien du GIGN, donc voilà. Ouais. Donc ça, c'était très bien, c'était très formateur. C'était aussi, je dis aussi en plaisantant un jour qu'un jour j'écrirai les romans policiers les plus barbants de la Terre, parce que on a vu il y avait beaucoup de procédures qui étaient intéressantes avec
des histoires parfois cocasses ou tristes, voilà, et je me disais en regardant les séries télé policières qu'en fait elles étaient souvent déconnectées de ce qu'est le travail policier ou gendarmique, qui est souvent un travail de C'est procédure en fait. Voilà, c'est c'est comme un travail assez les technique. séries médicales, hein, c'est pas toujours Oui, exactement comme ça toute la journée non plus, heureusement. oui, c'est ça. C'est quand on regarde Urgence, on a l'impression que les gens passent leur journée à manier la cisternale, mais- alors que je pense que la cisternale, c'est pas très fréquent quand même. Et la Surtout aux gendarmerie, urgences. c'était la même chose. Voilà. Et puis Et la dernière leçon était très intéressante. C'était qu'en fait, j'avais un très bon chef et qui aimait bien faire progresser ses subalternes et voilà. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que je supportais pas d'avoir un chef, même un très bon chef. Et c'est mmh, pour ça que à la fin, les forges commençaient un tout petit peu à décoller. On a eu une subvention de la ville de Paris pour nous aider enfin, développer la maison. Et donc, c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah, il faut que je sois éditeur à plein temps, que je sois entre guillemets entrepreneur. Je j'adhère pas du tout à la mythologie autour des entrepreneurs, mais voilà, mais techniquement c'était ça, c'est-à-dire diriger une entreprise et ne pas avoir de chef. Et, et voilà, donc c'est là où fin 2012 ou début 2012, j'ai basculé à plein temps sur les forges de Vulcain. d'accord. Bah, on va parler justement des forges de Vulcain, parce que là, 2012, maintenant on est en 2023, donc ça fait déjà pas mal de temps. Vous allez pouvoir nous expliquer un peu. Quels ont été les plus gros obstacles au début justement pour décoller? Et pour qui voudrait lancer une maison d'édition aujourd'hui, est-ce que ce seraient les mêmes obstacles à votre avis? Alors, un obstacle que j'ai eu, mais que n'ont pas toutes les personnes qui créent une maison d'édition, c'est que beaucoup de gens qui créent des maisons d'édition sont des gens qui sont eux-mêmes en poste dans l'édition. Hmm. Et moi, c'était pas mon cas. Donc, même si sur mon temps libre, j'avais parfois fait des petites missions éditoriales pour des maisons universitaires ou des maisons parascolaires, mes lacunes professionnelles étaient assez importantes. Et l'édition, c'est ce qu'on appelle une industrie extrêmement mature. Ça veut dire que ça requiert une grande technicité, en fait, sur plein de... Alors, c'est des choses qui, en 2-3 ans, s'apprennent, mais mieux vaut les apprendre dans une autre maison d'édition que de les apprendre sur Ouais. le tas, parce que l'apprentissage peut être un peu lourd, et ça a été très lourd comme apprentissage, c'est-à-dire les premières années des forges ont été des années difficiles, avec des ventes très très limitées, voilà. Donc, il y a quand même toute une dimension technique dans l'édition, que ce soit dans la partie editing des textes, donc établir des textes, la partie fabrication de livres et la partie commercialisation. Je pense vraiment que ça me frappe toujours les gens qui pensent que rendre disponible un texte, ça suffit, alors qu'en fait, vraiment, Ouais. trouver des lecteurs et des lectrices à un texte, c'est un travail extrêmement lourd et voilà. Donc ça a été, il faut pas sous-estimer la technicité de la chose. Après, je vais donner un deuxième conseil qui est un conseil complètement contradictoire. C'est que comme toute industrie mature, l'édition a plein d'usages. Certains sont des bons usages, certains sont des mauvais usages, c'est-à-dire que c'est des vieilles habitudes qui ne partent pas. Et donc je pense que il faut parfois s'émanciper de certains usages. La difficulté, c'est d'avoir la sagesse, la chance euh, de réussir à décerner les mauvais usages et les bons usages. Ouais. Voilà. Vous pouvez nous donner Voilà. un exemple de mauvais usage? Euh, Bah, des mauvais usages, c'est que je pense, bah, par exemple, en 2010-2012, toutes les maisons d'édition étaient encore sur cette habitude de considérer que toutes les ressources devaient aller, enfin une grande partie des ressources, vers le travail de la presse. C'est-à-dire trouver des articles de presse et voilà. Il faut voir quand même que malheureusement, le pouvoir de prescription de la presse, quelle que soit la qualité des journaux et la qualité des articles, a beaucoup baissé sur les 15 dernières années. Et au contraire, c'est les libraires qui sont redevenus les grands prescripteurs de livres. Hmm. Et je pense, et encore, c'est une révolution que certaines maisons d'édition n'ont pas encore faite. De, il y a certaines maisons d'édition où les éditrices et éditeurs sont très loin du terrain. C'est-à-dire considèrent que ce n'est pas à eux d'aller en librairie, de parler avec des libraires. Et sur les dernières années, la quasi-totalité des maisons d'édition qui ont fonctionné
c'est des maisons d'édition où l'éditrice et l'éditeur vont régulièrement parler aux libraires, parce que ce sont parfois aussi les libraires qui font les livres. C'est-à-dire c'est les libraires qui peuvent être de bons conseils sur à quelle période de l'année sortir un livre, comment en parler, quel type de couverture faire. Voilà. Alors les libraires ne sont pas des éditeurs, c'est pas des graphistes, voilà, mais c'est eux qui vendent les livres, donc parfois ils sont de très bons conseils. Et je pense que ça, c'était une sorte de doxa de l'édition, de tenir à distance les libraires, dont beaucoup de maisons sont revenues sur les 10 dernières années, pas toutes, mais qui est quelque chose de très important. Et ce qui est assez frappant aussi, c'est qu'on a encore des auteurs en herbe qui sont obsédés par la presse, alors que c'est pas vraiment le principal terrain de bataille. C'est un terrain de bataille, c'est-à-dire que c'est important d'envoyer nos romans à la presse, c'est important de les faire lire. Quand on a un beau papier dans un beau journal, c'est toujours agréable. Mais ça fait pas vendre Mais de il livres. faut pas, voilà, il faut pas négliger la librairie. Alors après, pour faire un petit bémol, il y a une autre sur les dernières années, il y a un autre comment dire, champ qui s'est ouvert dans l'édition, c'est vraiment les maisons d'édition qui vont s'appuyer sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'allais dire, ouais. Mais voilà, c'est là par exemple, il y a plein de nouvelles maisons d'édition qui travaillent sur les romans, sur la romance entre 15-25 ans, 15-30 ans, enfin, donc pour un public entre 15-30 ans. Mhm. Et c'est vrai que souvent leur travail, ça va être un travail communautaire sur TikTok et Instagram, Ouais. qui a un autre. Mais c'est aussi une manière de s'éloigner de la presse d'une certaine façon. Ouais, c'est Mais ça. c'est C'est un maintenant. travail, pour le coup, c'est des maisons qui parfois ont des liens assez lointains avec la librairie et vont plutôt en fait parler directement aux lecteurs-lectrices, que les lecteurs-lectrices, en allant en librairie, créent chez le libraire l'intérêt pour ces nouveaux rayons en fait. Alors c'est pas le cas des Forges. Les Forges sont plutôt une maison qui est très très appuyée sur le travail avec les libraires. Est-ce que c'est une spécificité française, ce travail avec les libraires? Mmh, est-ce que c'est Alors pareil aux oui, je États-Unis, pense par qu'il exemple? y a quelque chose que, en fait, le marché du livre en France est quand même très structuré autour de la loi Lang, qui est la loi de 1981 sur le prix unique du livre. Mmh. Donc en fait, en France, quel que soit l'endroit où vous achetez un livre, il est au même prix et c'est l'éditeur qui détermine le prix du livre. Il peut y D'accord. avoir des variations de 5% sur certains livres, mais c'est tout. Et en fait, sur Amazon ou en librairie indépendante, le prix du livre est le même. Ce qui est très différent de certains pays, parce que par exemple aux États-Unis, certains gros éditeurs vont prévendre à Amazon des livres en très grande quantité, et Amazon va vendre ces livres à 40% de rabais ou de solde, et donc Mmh. ça crée un avantage concurrentiel à Amazon. Ouais. L'idée de la loi Lang, c'était vraiment de créer une concurrence ouverte, et ça a permis la création de plein de librairies. Ça a eu un autre effet vertueux, c'est que plus il y a de librairies, comme les librairies doivent se distinguer un peu les unes des autres, bah, ça a créé aussi une plus grande diversité de l'offre et ça a créé plus de maisons d'édition. Voilà. Alors ça, sur le long terme, il y a parfois des petits effets négatifs ou des gros effets négatifs, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une situation de hyper production, c'est-à-dire on fait beaucoup trop de titres. Donc ça fait aussi qu'on est dans un système qui est écologiquement pas très vertueux. Voilà. Mais ça fait qu'on a voilà. Donc ça c'est on est un pays où il y a beaucoup de librairies, plus en moyenne que la plupart des pays Mmh. européens. Ouais, c'est sûr. Et ça veut dire aussi que c'est pour beaucoup de maisons d'édition, le travail avec les libraires est sans doute plus important que le travail avec les libraires qu'on va trouver dans d'autres pays où l'organisation, le circuit du livre est organisé différemment. Mmh. Et vous travaillez, aux Forges du Vulcain avec, des auteurs étrangers. Hem, Mhm. Quelles sont leurs attentes, vis-à-vis justement de vous, hein, de l'éditeur français? Eux qui ont peut-être l'habitude de travailler avec, les éditeurs américains, est-ce qu'ils sont surpris justement, des différences qu'il peut y avoir, hein, dans le marketing ou dans d'autres aspects? Ah oui, alors parfois ils sont étonnés effectivement par notre travail en librairie, parce que aux États-Unis, au Royaume-Uni, on peut être un auteur entre guillemets à succès en allant presque jamais en librairie.
parce que le réseau des libraires est moins dense, parce que sauf si vous êtes une méga star et vous pouvez faire une tournée où à chaque fois il y a 50, 100, 200 personnes, on va pas vous organiser des tournées parce que le sol américain est beaucoup plus étendu que le sol français. Le déplacement de livres et le déplacement de personnes il est plus coûteux finalement. Donc organiser une grande tournée sur le sol américain d'un auteur, faut vraiment que ce soit très justifié. Donc ça c'est une chose qui les surprend, l'intérêt qu'on a pour les libraires, le lien qu'on a avec les libraires. Je pense aussi que, à contrario, ce qui les intrigue, c'est qu'effectivement, on est moins centré sur la presse que des Américains ou des Britanniques, même si c'est important pour nous. Et après, il y a une très grosse différence, je pense, entre notamment les Américains, les Anglo-Saxons et les Français, c'est que aux États-Unis, en fait, les gens qui veulent se faire publier n'écrivent pas aux éditeurs, ils écrivent à leur agent, et Ouais, c'est ça. l'agent est en contact avec des éditeurs. Donc c'est déjà, en France, même s'il commence à y avoir des agents, la plupart des textes qui vont être publiés ne seront pas passés par la main d'un agent, des textes français publiés. Donc ça crée une organisation assez différente, où finalement, nous, nos auteurs français, ont une relation plus forte avec leur éditeur qu'un auteur américain ne va avoir avec son éditeur américain. Souvent, l'auteur américain va avoir une relation forte avec son agent, qui est presque un manager de carrière. Voilà. Alors c'est vrai que le système français a ce défaut, c'est que parfois l'auteur peut se sentir un peu seul pour manager sa carrière, au sens où si un auteur écrit à la fois en littérature adulte et en jeunesse et en bande dessinée, souvent il va être réparti chez plusieurs éditeurs qui parfois se parlent pas trop entre eux, voire sont parfois dans des groupes concurrents, donc ils vont pas toujours s'entraider. Et donc c'est vraiment à l'auteur de superviser tout ça, alors que on peut être un grand auteur et pas être bon pour superviser ça. Et l'avantage des Américains, c'est souvent d'avoir des agents. Donc ça, c'est les différences importantes, c'est-à-dire le lien avec la librairie et la présence des agents. Je dirais que c'est la plus grosse Et différence en fait. en France, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un agent? Combien est-ce qu'il y a d'agents et est-ce que c'est quelque chose qui est en train de se développer ou ça va justement à l'inverse des habitudes, on va dire classiques de l'édition? Pourquoi des agents apparaissent en France justement? Alors traditionnellement en France, il y avait un type d'agent qui existait, c'était les agents qui faisaient l'interface avec les agences américaines. Donc souvent un auteur américain, quand nous on veut le publier en France, on s'adresse à son agent américain et son agent américain dit ah notez que j'ai une agence en France qui me représente. Donc il y avait beaucoup d'agences en France, enfin beaucoup, une dizaine, qui représentaient des éditeurs américains et des éditeurs britanniques. Parfois, ces agences ont décidé de développer aussi une clientèle française, c'est-à-dire des Français qui passeraient par eux avant d'arriver chez des éditeurs français. C'est un peu contre les habitudes, mais depuis les années 80, ça s'est un peu développé. De tête, un auteur comme Philippe Jean, ça a été un des premiers à avoir un agent en France. Mmh. C'était lié aussi au fait que dans l'audiovisuel, c'est l'usage d'avoir un agent et qu'il y avait des auteurs français de romans qui avaient des adaptations audiovisuelles et parfois ils avaient besoin d'aide en termes de juridique, de suivi, de négociation. Et donc voilà, je pense que ça s'est un peu développé autour de ça. Ce qui est un peu particulier quand même, c'est que en France, il y a à la fois cette tradition d'avoir pour les éditeurs et éditrices un lien fort avec leurs auteurs, de retravailler les textes avec eux, mais c'est vrai que malheureusement dans les groupes français, donc dans les maisons d'édition qui appartiennent à des gros groupes, l'organisation des groupes ne va pas toujours valoriser le travail éditorial. C'est-à-dire que dans les groupes, on va avoir des éditeurs et éditrices qui pourraient faire du très bon travail éditorial, mais à qui on va demander de faire du travail de gestion, du travail de commercialisation, du travail de communication, et donc ils n'ont plus le temps de vraiment accompagner l'auteur et les textes. Et donc là, ça a créé un petit espace pour que se développe le travail des agents d'auteurs français. À l'inverse, en fait, quand on va vers l'édition indépendante francophone, on a toujours, je pense, dans l'édition indépendante,
ce soin de bien suivre les agents, de développer des relations personnelles fortes avec eux, voire même des relations amicales. Donc voilà, mais il y a un espace pour le développement du métier d'agent. La seule chose en fait qui est encore peu développée, c'est qu'un agent américain, c'est quelqu'un qui va travailler sur le texte avec l'auteur américain. Ah oui. On publie un auteur américain qui s'appelle Charles Yu, et quand Charles Yu parle de son roman Chinatown intérieur, qui a été lauréat du National Book Award en 2020, Charles Yu dit que c'est en travaillant avec son agent que le texte a pris sa forme finale. Alors après, quand il est allé chez l'éditeur a aussi proposé, suggéré des retouches, mais il avait vraiment l'air de dire que l'essentiel du travail a été fait avec son agent. Ce Ah oui, qui donc c'est reste quand encore à même. développer en France, Oui, c'est ouais, ça. c'est particulier, mais en France, ce qui reste à développer, c'est que les agents français d'auteurs francophones, pour l'instant, manquent encore un peu de temps, de ressources et d'expérience pour faire ce travail d'accompagnement du texte. Souvent, quand moi je reçois des manuscrits qui viennent d'agents, en fait, ce qu'a fait l'agent, c'est juste de repérer les forges, et ça, c'est déjà une forme de travail, de savoir que tel texte serait bien aux forges potentiellement. Mm. Ça fait partie du travail d'agent. Mais par contre, on sent qu'ils sont pas encore habitués à travailler les textes. Mais c'est logique parce que, en fait, c'est beaucoup de travail, parce que, en fait, un agent est rémunéré, mais il est rémunéré sur le résultat. C'est-à-dire, il va pas vous représenter, enfin, d'une certaine façon, il vous représente gracieusement. Oui, c'est C'est-à-dire en que fonction vous des n'allez pas ventes dire à votre éventuelles, agent, ouais. voilà, c'est ça. Normalement, l'agent ne doit pas dire, je prends 500 euros par mois pour te représenter. Non, Ouais, l'agent ouais, ouais. dit, je prendrai 10, 15, 20, 30% de ce que je te rapporte comme contrat, mais je ne suis payé que sur ça. Donc ça veut dire Mm. que le travail sur le texte n'est pas toujours très... Enfin, il manque de temps pour le faire parce qu'un travail sur le texte, c'est des jours ou des semaines de travail. Et si c'est pas valorisable économiquement, bah, l'équilibre financier est difficile à trouver. Bon, ça se développe. Moi, j'aime bien garder une relation directe avec les auteurs et les autrices. On verra quelle est l'évolution sur le long terme de ce Ouais. métier. Et justement, la ligne éditoriale des Forges de Vulcain, si un agent va vous envoyer un texte, quelle est-elle exactement? Je sais que vous l'avez décrite en parlant de fiction spéculative. Quelle est la ligne directive éditoriale? Souvent, une ligne, on va essayer de l'exprimer de manière explicite, mais souvent c'est l'ère de parenté entre les romans qui crée cette ère de famille qui est la vraie ligne en fait. Mais, puisqu'il faut parfois quand même être capable de résumer, les forges, c'est deux lignes qui sont sœurs. D'un côté, c'est la littérature générale avec une touche d'imaginaire, ou c'est de la littérature de l'imaginaire avec des ambitions littéraires. Mm. C'est aussi une manière de dire ce qu'on cherche pas. C'est-à-dire, si vous faites de la littérature d'imaginaire de divertissement pur, c'est très bien. Ce n'est pas Notre position n'est pas une critique en fait, mais simplement on n'est pas les personnes les mieux armées pour vous aider à vraiment travailler le Oui, bien texte sûr. et lui trouver des lecteurs-lectrices. De la même façon, quand en littérature générale, on va être sur quelque chose d'intégralement réaliste, il est possible que ce soit pas tout à fait dans la ligne des forges. Voilà. Des auteurs comme Alexandra Kochelik, Gilles Marchand, c'est des auteurs qui ont toujours une petite touche de folie dans leur manière d'écrire, une petite touche parfois de réalisme magique, qui, voilà. En fait, cette double ligne, d'un point de vue technique, c'est vraiment la mise en application d'un concept d'un théoricien et écrivain français qui s'appelle Francis Berthelot, qui, il y a 20 ans maintenant, je pense, a formulé le terme de transfiction pour désigner justement, dans tout le patrimoine littéraire, ces textes qui ne cadrent pas avec certains cadres de la librairie actuelle. Le cadre de la librairie, enfin de la manière dont le monde du livre est structuré, c'est que la littérature générale doit être réaliste, la littérature de l'imaginaire doit être du divertissement, alors qu'en fait, si on regarde Kafka, Italo Calvino, Ovide, ben, c'est à la fois de la littérature générale, mais avec une touche d'imaginaire importante.
Et donc, en fait, c'est simplement parce que c'est des œuvres qui ont été patrimonialisées que c'est de la littérature générale. Mais voilà, donc c'est ça, c'est le terme technique, c'est transfiction. Ça ne parle qu'aux éditeurs et aux éditrices, et encore pas à tous. Mais, mais c'est surtout ça rejoint ce que je disais sur l'ère de famille entre des textes, c'est-à-dire dire si vous aimez Kafka, si vous aimez Ovide, si vous aimez Calvino, si vous aimez Neil Gaiman, il y a une partie de l'œuvre de Neil Gaiman qui est à la fois de l'imaginaire et de l'imaginaire très littéraire. Voilà, ça va vous parler. Et ce qui a énormément aidé les Forges sur les 10 dernières années, c'est qu'il y a 15 ans, il y a plein de maisons d'édition qui se sont lancées sur ce créneau. Mais en fait, il y en a, c'était très tôt pour se lancer sur ce créneau. C'était un peu surprenant pour les libraires et pour les journalistes. Et en fait, sur les dernières années, ce créneau a complètement explosé. Parce que, pour plein de raisons, parce qu'il y a des gens qui ont grandi en lisant du Harry Potter, et quand ils deviennent adultes et qu'ils s'éloignent un peu de Harry Potter, ils veulent garder, ils ont une approche de la littérature qui reste un peu magique, un peu Mmh. fasciné par ça. Et puis il y a des modes qui reculent, c'est-à-dire l'autofiction a beaucoup reculé, voilà, qui est une littérature plutôt réaliste. Alors, Ouais. l'autofiction a reculé, mais le prix Nobel est quand même allé à Annie Ernaux. Alors Annie Ernaux, c'est plus de l'écriture intime ou l'écriture de soi. Ouais. C'est pas vraiment de l'autofiction. Mais voilà, il y a Oui, il y ce a un type effet de mode d'écriture aussi, a ouais. reculé. Voilà. Et ça va aussi avec, oui, comme les films, Harry Potter, puis toutes les séries qui s'appellent justement dystopiques, même si c'est pas le bon terme, Mm. qui foisonnent, ouais. Et justement, Bah, c'est vrai que par exemple, l'été dernier, Netflix avait annoncé qu'au mois d'août en France, sur les 10 séries les plus regardées, les 10 c'était des séries de genre. ouais, C'est-à-dire Et c'est vrai que ça, c'est un autre phénomène qui nous aide, même si c'est un phénomène ambivalent, c'est la montée de la culture geek depuis 20 ans. C'est-à-dire que maintenant, bah, les films qui ont le plus de succès, c'est des films de super-héros, c'est des films de science-fiction, et voilà. Et c'était pas le cas il y a 40 ans. Donc il y a eu une évolution qui est ambivalente parce que c'est pas parce que vous aimez les films du Seigneur des Anneaux que vous allez aimer lire les romans de Tolkien. Parce que les romans de Tolkien, bah, c'est de la vraie littérature, c'est exigeant, ça se mérite un peu. c'est long. C'est pas du easy reading non plus. C'est long, voilà. Et voilà, il faut garder à l'esprit que même si il y a un monde geek qui s'est développé avec le jeu vidéo, avec le cinéma, les séries télé, la lecture, ça reste une expérience esthétique très particulière qui est plus exigeante peut-être que d'autres formes de médias. C'est sûr. Et je voulais revenir un peu justement sur votre activité, on va dire, de tous les jours en tant qu'éditeur. Vous recevez, j'imagine, beaucoup de manuscrits. Quel pourcentage de manuscrits lisez-vous en entier pour avoir une idée, hein, pour les gens qui envoient des manuscrits? C'est une question un peu piège, hein, mais Non, alors ça c'est une question très dure, voilà, surtout que en fait, il faut bien garder à l'esprit que ce que je vais dire vaut pour nous, mais ne vaut pas pour beaucoup de maisons d'édition. Il y a beaucoup de maisons d'édition où il y a encore des vrais services de manuscrits, où tout va être plus ou moins épluché en entier, et voilà. Les forges, ça fait partie d'un petit courant dans l'édition indépendante qu'on appelle parfois l'édition raisonnée. Alors l'expression de l'édition raisonnée, ça vient d'un éditeur qui s'appelle Benoît Viraud, qui est le fondateur du Nouvel Attila. Et l'édition raisonnée, c'est faire moins de livres pour les accompagner mieux. C'est lutter contre l'hyperproduction. Mais ça veut dire que on a tendance à ajuster le temps de lecture sur nos besoins en nouveautés. d'accord. Ici, je publie 10 titres l'an prochain, et que sur ces 10 titres, je vais avoir 5, 6, 7 auteurs récurrents. Ça veut dire qu'il va me falloir 1, 2, 3, 4, 5 nouveaux auteurs. Et donc, je me plonge dans la boîte à manuscrits jusqu'au moment où je les ai trouvés. D'accord. Mais par exemple, dès que je les ai trouvés, je vais être beaucoup plus lent pour progresser dans la boîte à Hmm. manuscrits. Parce que je me dis, bah en fait, même si je trouve un truc génial, je saurais pas quoi en Ouais, ce sera faire. pour l'année d'après, Voilà, quoi. parce que je me suis déjà engagé sur. Voilà, c'est ça. Alors après, il y a aussi parfois des auteurs me disent ah mais je peux attendre 3 ans. Sauf que en fait, on peut pas nous donner un contrat à un auteur en disant on te publie dans 3 ans,
pour une raison assez simple, c'est que si ça se trouve, nos envies de Ouais. publication ont changé. Par exemple, là, ces jours-ci, au Forge, il va y avoir, on est dans un cycle qui va durer encore 18 mois où il va y avoir pas mal de science-fiction au Forge. Mais à l'issue, et donc je reçois beaucoup de manuscrits de science-fiction. Sauf qu'en fait, à l'issue de ce cycle de science-fiction, j'ai plus envie de faire de la science-fiction, quoi. J'ai envie d'explorer des nouvelles choses. Donc c'est vrai que les auteurs-autrices en herbe voient ce qui est en librairie, alors que nous, on travaille sur 2025, C'est 2026. ce qui, Donc qui peuvent être sur c'est autre ce qui chose. rend le travail entre guillemets des auteurs qui eux-mêmes vont envoyer les Mm. manuscrits très difficile, très compliqué, parce qu'ils savent pas justement quelle sera la ligne éditoriale dans 1, 2 ans. C'est Mm. peut-être l'intérêt des agents qui peuvent se développer. C'est Ouais. très dur. Là, c'est trouver une maison d'édition, ça reste quelque chose de très difficile, quelle que soit la qualité des textes. Les conseils, souvent, c'est deux conseils qui peuvent sembler contradictoires. C'est à la fois de l'envoyer à beaucoup de personnes et d'un autre côté de cibler un peu. C'est-à-dire, en fait, il faut l'envoyer à 30 maisons d'édition, mais il faut quand même les avoir ciblées chacune. C'est-à-dire avoir compris vaguement ce que cherche cette maison d'édition. Alors, nous, on accepte les propositions au format numérique, et donc on a parfois plein de propositions Mm. complètement fantaisistes. C'est-à-dire, on a des romans jeunesse, on a de la poésie, qui sont des genres qu'on publie pas vraiment. Et donc ça, c'est un peu, ça nous prend un peu de l'énergie parce qu'à chaque fois, on ouvre quand même, on classe et tout ça. Et ça, c'est un peu dur. Mais je pense que les meilleures chances quand même d'être publié, c'est d'une part de lire beaucoup parce que ça permet quand même de suivre un tout petit peu l'actualité éditoriale. À la fois de l'envoyer à pas mal de maisons et voilà. Et l'autre chose aussi, c'est de continuer à écrire. Parce qu'en fait, la validation de l'écriture, ça ne doit pas être la Voilà, c'était un publication. peu ma Parce que question. la Ouais. plupart c'est-à-dire que, ouais, c'est que souvent, en fait, le premier manuscrit envoyé va pas être publié, même s'il est très bon, parce que il n'est pas tombé au bon moment, il n'a pas été lu par la bonne personne, et voilà. Mais si on attend d'être publié pour continuer à écrire, ben, on risque d'attendre longtemps. L'autre chose, c'est que si on est publié, ben, les premiers romans, c'est pas sûr qu'un premier roman marche, même s'il est très bon. Parce que et donc si on se dit je continue à écrire seulement si j'ai du succès, et ben on risque d'arrêter Ouais. parce que toutes les chances, enfin les chances qu'un premier roman explose sont pas immenses. Voilà. Et puis c'est difficile parce qu'il faut à la fois écrire pour soi, mais avec le désir de partager. Donc il faut réussir à trouver un équilibre entre avoir du plaisir à écrire et à continuer à écrire, régulièrement proposer aux éditeurs et éditrices, espérer trouver la bonne maison et espérer tomber au bon moment parce que euh, je sais parfois que ce qui est un peu frustrant pour les auteurs, c'est quand j'ai beaucoup de retard dans la lecture d'un manuscrit, ils m'écrivent une lettre et ils disent ah non mais ça c'est parce que je crois que Mm. le chapitre 4 fonctionnait pas et vous avez pas aimé à cause du chapitre 4, je vous renvoie avec une nouvelle version du chapitre 4. Alors que l'explication est parfois beaucoup plus simple. L'explication c'est Ouais. ben, on l'a pas Ouais. encore lu, donc on est juste en retard, voilà. Ou parfois, idéalement, il faudrait qu'on puisse répondre à tout le monde, mais le volume de manuscrits et le volume de travail est trop important parfois. C'est qu'on a des gens qui nous envoient un manuscrit strictement sur un sujet sur lequel on sort un roman 3 mois D'accord. plus tard. Donc, quelle que soit la qualité du livre, on va pas faire, je sais pas si c'est l'histoire, je sais pas, sur la décapitation de Louis XVI, on va pas publier 2 romans sur la décapitation de Louis XVI dans un Ouais. catalogue qui est Ouais. assez restreint comme le catalogue des Forges. Donc, D'accord. Et pour qu'un roman soit donc on va voilà. dire entre guillemets un succès, justement, déjà ça arrive pas très souvent, mais à part pour avoir des idées de chiffres de vente en France, parce que si j'ai bien compris ce que j'ai lu par ailleurs, il n'y a pas tellement de livres qui ont du succès, hein. Il y a bon, peut-être ceux des auteurs déjà confirmés, très connus, mais dans la masse de livres qui sortent et qui sont publiés, quelle est la moyenne de vente par an, on va dire, c'est Non, alors la moyenne de vente, c'est un peu déprimant parce que pour la quasi-totalité de l'édition française, la moyenne de ouais, vente est c'est en ça, dessous de c'est 1000 exemplaires. Ça peut même être beaucoup plus bas parce que c'est une moyenne de vente à 1000 en comptant le fait qu'il y a des auteurs qui vendent 15 000.
Donc il y a beaucoup de textes qui sortent, qui vont vendre Ouais. 100 à 300 livres. Dans l'édition indépendante, c'est un peu plus rare, parce que je pense que ce lien avec les libraires fait que côté Forge, tous nos romans passent la barre de 1000 exemplaires. Mais atteindre 5000 exemplaires, c'est devenu assez difficile dans l'édition. Et beaucoup de maisons d'édition reposent sur ce qu'on appelle la péréquation. La péréquation, c'est que chaque année, il y a un livre ou un roman qui va vraiment beaucoup se vendre Ouais, c'est et ça. qui va financer les autres. Et la seule chose, c'est qu'on ne Ouais. sait pas toujours à l'avance lequel va financer les autres. On peut avoir des mauvaises surprises comme des bonnes surprises. Donc voilà, ce qui a évolué, à ce que je comprends sur les 30 dernières années, c'est que les livres du milieu ont un peu disparu. Les livres du milieu, ça va être les livres entre 10 000 et 100 000 exemplaires. C'est maintenant presque tout s'est tassé en dessous de 5 000 exemplaires. Il y a quelques rares auteurs qui sont au-delà de 100 000, mais sinon, si quelqu'un sort son premier roman et finit à moins de 1000, bah c'est pas terrible, ça va rendre la suite Ouais. difficile, pas impossible mais difficile. Mais si la personne atteint 5000 sur un premier roman, bah c'est déjà un premier succès, ça veut dire que on va pouvoir continuer sereinement à Ouais, construire son œuvre en librairie. ça fait beaucoup, enfin énormément d'efforts de la part des auteurs pour. Est-ce qu'il y en a certains qui sont déçus, qui connaissent pas, qui pensent que ça y est, ils sont arrivés, ils ont signé un contrat d'édition, le livre sort et après il se passe pas grand-chose. Est-ce que justement il faudrait. Déjà que il faut au moment où on signe un contrat avec les auteurs, je pense, euh, articuler l'optimisme de la volonté et le pessimisme de la raison. C'est-à-dire leur expliquer vraiment tout ce qu'on peut faire. Alors déjà, c'est très important. Moi, je dis toujours qu'il faut toujours s'engager sur une logique de moyens, pas de résultats. Ouais. C'est-à-dire de dire, voilà ce qu'on va mettre en place, voilà pourquoi on va faire ça, mais on va pas faire ça, parce qu'on pense que ça augmente les chances du roman, et voilà. On pense que tel autre truc n'a pas d'effet sur ton roman, parce que ton roman, pour telle ou telle raison, ça sert à rien de l'envoyer à 300 journalistes parce que ça les passionnera pas, on va juste dépenser des timbres pour rien. Par contre, telle autre chose peut être plus intéressante, et voilà. Donc avoir une logique de moyens, parce que si ça crée un pacte avec l'auteur ou l'autrice de dire voilà, on s'engage à faire des choses, et ça dépend de nous, les moyens. Par contre, les résultats, ça dépend pas que de nous. Ça dépend de plein de facteurs qu'on maîtrise pas. Ça dépend de, je sais pas, il y a la Russie attaque l'Ukraine et donc il y a une période de contraction parce que il y a une période d'angoisse qui dure 3 semaines, qui fait que tout le monde va dépenser moins, les Ouais, libraires vont peut-être avoir un peu peur à ce moment-là, les gens vont moins en librairie, voilà. Et ça, on peut pas c'est le sûr. maîtriser, par exemple, il y a ça. Il peut y avoir plein de facteurs qu'on maîtrise pas. Donc il faut plutôt être honnête avec les auteurs, leur dire que c'est pas la qualité de l'œuvre qui fait le succès. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire les meilleures œuvres possibles, mais il y a des très très grands romans qui n'ont pas beaucoup de lecteurs, mais ont les bons lecteurs, c'est-à-dire vont avoir quelques centaines ou quelques milliers de lecteurs, mais qui l'ont vraiment lu et qui ont vraiment vu ce que c'était. Et parfois, faut être concentré sur le fait qu'un retour qualitatif, c'est peut-être mieux qu'un retour quantitatif. Je pense que si on a été beaucoup lu mais que personne n'a compris ce qu'on voulait faire, ça peut aussi être source de frustration. Donc il faut être assez honnête sur ça et se battre. Mais par exemple dire on fait moins de livres parce que comme ça on vous défend mieux, c'est aussi une Ouais, logique de moyens, c'est clairement. une manière aussi de rassurer l'auteur. Voilà. Et il faut quand même donner des chiffres parce que c'est très fréquent dans l'édition de mentir sur les chiffres, dans l'espoir que ça Mm. crée un effet de conviction, c'est-à-dire dire ah là là, on en a vendu 100 000. Et puis, alors ce qui est assez simple en fait, c'est que il y a pas de manière très simple de connaître les C'est ce que je chiffres me de l'édition. demandais justement. C'est pas une base de données publique. Il y a, il y a des indicateurs qui sont fournis par des officines privées qui sont ce qu'on appelle les GfK par exemple. Mais le problème, c'est que GfK, c'est une entreprise allemande qui fait Ok. des études sur la consommation, Mm. dont un panel livre. Donc ils font une étude sur le livre.
Mais GFK, le problème, c'est que c'est très bien fait pour les grandes quantités. Quand on parle de petites quantités à court terme, ils ont du mal à projeter. Et la situation actuelle étant que la plupart des textes se vendent à moins de 1000, GFK est complètement inutile quand vous êtes en dessous de 1000 exemplaires, quoi. Et même en dessous de 5000, et que le livre est sorti il y a moins de 3 mois, c'est pas très pratique. Après, GFK, ça peut être utile pour d'autres situations. Mais non, moi, je vois souvent dans les blogs ou les forums des écrivains, ils parlent de chiffres et c'est parfois un peu délirant. Après, il peut y avoir des choses très frustrantes sur le fait que si il y a des rayons comme la romance où vous avez vraiment beaucoup de textes entre 30 000 et 100 000 exemplaires. Et ça peut être un peu frustrant parce que c'est parfois regardé un peu de haut par certains auteurs, autrices. Mais il s'avère que c'est un secteur qui tourne beaucoup mieux que l'édition littéraire. Voilà. C'est la loi du marché. Est-ce qu'aujourd'hui, vous C'est la avez loi du encore le marché. temps de lire des livres uniquement pour vous, pour le plaisir, avec tous ces manuscrits que vous recevez? Alors oui, je sais que parfois quand je dis sur Instagram que je suis en train de lire tel livre, j'ai 2-3 messages qui arrivent en disant tu devrais lire nos manuscrits. Mais en termes de comment dire, en termes intellectuels, c'est important de se nourrir à d'autres sources. Donc là, par exemple, je suis en train de lire le roman coréen de la rentrée littéraire des éditions Grasset, qui s'appelle Impossibles adieux de Han Kang, qui est très très bien. Dans le métro, je lis pour la première fois de ma vie Les Trois Mousquetaires que j'ai jamais lu, voilà, parce que c'est bien, voilà. Et donc non, je lis d'autres choses. Là, je lis beaucoup de littérature coréenne parce que je suis curieux, parce qu'il y a une offensive coréenne sur les industries culturelles. Oui, je lis beaucoup. Et puis il y a des auteurs où je suis un simple lecteur. L'édition, ça fonctionne bien quand tous les maillons de la chaîne sont des lecteurs-lectrices. Donc en tant qu'éditeur, il faut que je reste, moi, un lecteur de ce que j'ai envie de lire. Il y a des gens dont j'attends toujours les nouveaux romans. Martin Winkler, par exemple, pour moi, qui est un modèle d'auteur à la fois populaire et littéraire. Voilà, qui est un peu, en fait, ce que je voudrais faire au Forge. Hein. C'est-à-dire des auteurs qui sont capables de parler à un grand nombre de personnes, mais qui restent des auteurs qui ont une ambition et une exigence. Et voilà, donc Winkler, chaque fois qu'il y a un nouveau Winkler, je serai Voilà, parmi il est les en train de premiers à le lire, travailler quoi. sur Et plusieurs livres. Plusieurs livres, comme il est. pour le plus grand Voilà, c'est plaisir ça, des ça va lectrices et arriver. lecteurs. Ok, ben, merci beaucoup, hein. C'était vraiment très, très intéressant. Il y a beaucoup de questions un peu voilà, dont j'étais curieux des réponses juste de manière personnelle, donc j'espère que les gens ont aussi profité. Je rappelle qu'on peut trouver toutes les informations sur votre maison d'édition sur auforgesdevulcain.fr, hein, votre site internet, et on peut également vous écrire sur Instagram @davidmeulmans. Donc merci à tous d'avoir écouté. Si cette conversation vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'en parler autour de vous. Et vous pouvez trouver toutes les informations concernant ce podcast et mes activités d'écrivain et d'envoyeur de manuscrits sur mon site ameljonathan.com. Merci David, merci à tous et à bientôt sur Les Créateurs. Stop.